Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Good Morning Market du vendredi 18 février 2022. Alors, visiblement, force est de constater que les marchés se focalisent sur le conflit potentiel entre l'Ukraine et la Russie. Alors, on va essayer de replacer les événements dans leur contexte. On a eu un début de semaine où la Russie avait déclaré qu'elle retirait ses troupes de la frontière. D'un autre côté, l'OTAN et les États-Unis affirment que la réalité n'a rien à voir avec ce qui est annoncé par la Russie et que l'armée russe se prépare à une invasion imminente. Alors, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés et les marchés détestent l'incertitude. Tout au moins pour le moment, les investisseurs ne paniquent pas. Visiblement, les indices ont effacé la plupart des hausses récentes de la séance d'hier, après que RIA a rapporté que l'ambassadeur adjoint des États-Unis a été expulsé de Russie. D'un autre côté, nous avons donc l'ambassadeur américain aux Nations Unies qui a souligné que le déploiement actuel des troupes russes indiquait que l'invasion pourrait commencer à tout moment. Nous avons des rebelles qui sont soutenus par la Russie et les forces ukrainiennes qui échangent donc des accusations selon lesquelles chacun aurait ouvert le feu récemment dans l'est de l'Ukraine. Et la Russie a précédemment indiqué que jeudi et samedi, des armes pourraient être utilisées lors de manœuvres avec le Bélarus. Donc beaucoup d'informations, des fois contradictoires. Ce qui est sûr, c'est que aucun des scénarios n'est acté. Il y a un apaisement des tensions et donc une entente entre la Russie et l'Occident, ni une invasion imminente. Pour le moment, les bombardements dans l'est de l'Ukraine se poursuivent. L'OTAN affirme qu'il s'agit de provocations pour justifier une invasion militaire russe qui pourrait intervenir dans les prochains jours. D'un autre côté, il y a plusieurs nouvelles, tout le monde s'exprime, tous les responsables politiques s'expriment sur le sujet. Il y a eu un rapport du UK Times, selon des hauts responsables du gouvernement britannique. Ils se disent être convaincus que Vladimir Poutine est sur le point d'envahir l'Ukraine. D'un autre côté, le président américain Joe Biden organise une réunion aujourd'hui avec les dirigeants du Canada, de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Italie, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'OTAN pour discuter de la situation en Europe de l'Est. On notera également que, vous savez, cette incertitude met une pression sur les marchés de l'énergie, comme le gaz naturel ou le pétrole, et on a appris que des responsables américains ont discuté avec des responsables saoudiens afin de gérer cette pression, voire cette pression à venir sur le marché pétrolier qui résulterait d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est vraiment le thème central. On a très peur d'une hausse des prix de l'énergie parce que d'un point de vue politique, c'est très risqué. On atteste les manifestations des gilets jaunes. Vous voyez, lorsqu'on a une hausse considérable des prix à la pompe, lorsqu'on a une hausse considérable de sa facture de gaz tous les mois, ça crée de l'instabilité. On peut se baser également sur ce qui s'est passé au Kazakhstan. Donc c'est un vrai sujet politique, ce sont des craintes, c'est une réelle crainte pour les marchés, c'est source d'incertitude et donc on a eu une semaine en dents de scie, un coup on rebondit considérablement lorsqu'on a l'impression que les tensions se sont apaisées, de l'autre côté lorsqu'il y a des nouvelles concernant une invasion imminente de la Russie, on a des replis considérables. D'un autre côté, sur le marché pétrolier, il y a un autre facteur baissier, un autre facteur qui pourrait entraîner une hausse de l'offre. Et donc, c'est selon un rapport de Reuters, le projet d'accord sur le nucléaire iranien supposerait que les sanctions contre l'Iran seront levées par étapes. Alors hier, concernant le pétrole, on a eu une tentative de rebond suite à l'incertitude concernant la Russie et l'Ukraine, mais aussi suite aux informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran pourraient signer un accord qui pourrait réduire les problèmes d'approvisionnement sur le marché. Donc ça, c'est un facteur baissier pour le pétrole parce qu'effectivement, le retour du pétrole iranien signifie une hausse de l'offre du pétrole. Donc un pétrole qui est tiraillé entre les tensions entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est haussier, et d'un autre côté, donc le retour du pétrole iranien sur le marché. Donc voilà pour le contexte général. Encore une fois, une ambiance qui est un sentiment de marché qui est dicté
qui est rythmé par les nouvelles concernant ces tensions géopolitiques entre la Russie et l'Occident. Alors, concernant Wall Street, on a eu une baisse hier. Le Dow Jones a perdu environ 400 points. Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté de près de 1%. Et on notera l'or qui a tenté qui s'est très rapidement hissé au-dessus du seuil psychologique des 1900 $ l'once, vous voyez, c'est un retour en force de l'or, et donc se hisser au-dessus des 1900 $ l'once, du seuil psychologique des 1900 $, ça ouvrirait la voie aux 2000 $. Alors on va faire un petit point sur l'or assez rapidement. La cause de cette hausse, bien entendu, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On a beaucoup parlé des matières premières qui étaient impactés par ce conflit, principalement à la hausse, parce que la Russie est un gros producteur de matières premières. La Russie n'est par contre pas le plus grand producteur d'or au monde, mais elle est un acteur très important sur ce marché, le marché de l'or. Il faut savoir que la part de la Russie dans la production d'or au cours de la dernière décennie a représenté environ 10%. Et donc concrètement, en 2020, la Russie a extrait 300 tonnes d'or. Bon, effectivement, c'est un peu moins que l'Australie ou la Chine. Mais le point clé, c'est que la Russie possède potentiellement l'un des plus grands gisements d'or au monde d'un côté, et la Banque centrale détient une des plus grandes réserves d'or au monde. Donc la Banque centrale russe détient environ 2300 tonnes d'or. Et ça, c'est selon des données officielles, les données du World Gold Council. Et donc ce serait donc la 5e banque centrale au monde en termes de réserves d'or. Alors concrètement, ce qui s'est passé sur le marché de l'or, on voit ici en petit, on va faire le point technique lorsqu'on va passer sur les différents compartiments. On a l'or qui a gagné environ 8% depuis la mi-décembre environ, donc 8% de hausse déjà en quelques mois. Et hier, on s'est rapproché des sommets qui datent de la mi-novembre, et donc le seuil psychologique des 1900 $ l'once. Alors l'or réagit à différents facteurs, notamment les taux d'intérêt, les fluctuations du dollar américain ou le sentiment général de marché, risk-off ou risk-on. Et son statut de valeur refuge est très important, en particulier si la Russie n'est plus en mesure d'effectuer des règlements financiers avec l'Occident. Parce que je vous rappelle qu'on a abordé l'exclusion de la Russie du système SWIFT. C'est largement envisagé. Bon, on notera tout de même que la réaction de l'or au cours des précédents conflits de la Russie a été limitée. On a eu tout d'abord la guerre entre la Russie et la Géorgie. C'était une invasion de la Russie en août 2008. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de forte volatilité. Mais, parce qu'il y a un mais, lors de l'annexion de la Crimée de la première phase de la guerre avec les séparatistes du Donbass, la situation était différente. Il faut savoir qu'en 2014, lors de l'invasion de la Crimée, l'or a gagné jusqu'à 17%. Mais en parallèle, et c'est une situation qui ressemble énormément à celle dans laquelle on est à l'heure actuelle, il y a eu donc des prises de bénéfices. Parce qu'il faut noter qu'au même moment, la Réserve fédérale américaine normalisait sa politique monétaire et se préparait à sa première hausse des taux d'intérêt. Et c'est très exactement la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, s'il y a une réelle invasion, l'or pourrait se propulser au-dessus, en tout cas, des 2000 $ l'once, et on pourrait aller chercher même les 2060, les records historiques, voire chercher les 2077. Excusez-moi. Donc voilà pour la situation concernant l'or. C'est très important de comprendre ici les différentes choses qui font réagir le métal jaune, et donc pourquoi l'or évolue à l'heure actuelle, pourquoi l'or est de retour sous le seuil psychologique des 1900 $ l'once, et une cassure de ce niveau-là, une invasion de la Russie par l'Ukraine pourrait le propulser vers ses records historiques. Donc voilà pour le gold. Bon, le dollar qui reste sous pression. On a eu donc les commentaires de Bullard concernant les hausses de taux potentiels de 100 points de base jusqu'en juillet. Ça a renforcé les attentes d'actions plus décisives de la Fed, et on a des crypto-monnaies qui ont perdu du terrain, énormément de terrain. On va en parler. Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on retrouve cette corrélation avec les valeurs technologiques, avec un Bitcoin qui est retombé sous les 41 500 $ et l'Ethereum qui a cassé le seuil psychologique des 3000 $. J'allais dire 3000 $ l'once, des 3000 $. Donc voilà pour ce contexte de marché plutôt fourni. Alors on passe sur les indices, pas sur les matières premières.
Donc on va commencer par l'indice russe, hein, bien entendu. Donc l'indice russe, vous voyez ici, bon, j'ai remis le nuage journalier, vous voyez comment ça se présente. On a un nuage journalier qui effectue une certaine pression, donc peut-être la fin du rebond. Encore une fois, on a le seuil psychologique des 1300 points, très important à surveiller. Une cassure de ce niveau, je pense que ça interviendrait si on a vraiment une invasion de la Russie, une invasion de l'Ukraine, pardon, et une cassure de ce niveau pourrait nous entraîner une baisse de 20% supplémentaire pour aller chercher les 1040 points. Hein, donc pour le moment, peut-être un repli sous l'effet, la pression baissière de notre nuage journalier. Tout dépendra des actualités et j'ai l'impression que ce week-end sera chargé en actualité, justement. Donc peut-être un gap baissier considérable lundi sur l'indice russe. Je pense qu'il a de fortes probabilités. Je n'ai pas l'impression que Vladimir Poutine compte faire marche arrière. Hein. Visiblement, il dit qu'il y a un retrait des troupes, mais d'un autre côté, les images satellites disent le contraire. Donc bon, si Vladimir Poutine est en train de jouer avec les nerfs des Occidentaux. Alors le DAX, hein, vous voyez, on tient bien ce nuage hebdomadaire. Ici, on a un nuage hebdomadaire qui est ajouté sur un graphique journalier. On l'avait dit, on attend la cassure de cette Kijun hebdomadaire. On est pris en étau par des éléments hebdo Ishimoku, le nuage ici, et au-dessus, un palier de Kijun des 15 540. Donc, tout dépend de l'actualité. Hein. Pour le moment, c'est vraiment le driver des marchés. C'est ce qui entraîne les marchés à la baisse. C'est ce qui permet au marché de rebondir lorsqu'il y a un apaisement des tensions. Si tension, si invasion il y a, on a déjà un objectif pour le DAX et ce sont les 13 390 points. Il faut se préparer à ce scénario parce qu'effectivement, il est très probable, en tout cas selon les dirigeants occidentaux. Et la hausse ici, hein, le top départ d'une éventuelle hausse, c'est si on arrive à casser une fois pour toutes, les 15 560, plus largement les 15 600 points. D'un point de vue H4, on le voit, hein, cet étau, on voit ce nuage d'ailleurs H4 qui fait office de résistance. On a notre Kijun H4 ici, hein, si on la casse, c'est à court terme retour vers les 14 930 points environ. Le Nasdaq qui efface sa précédente hausse, hein, donc rien n'est acquis visiblement. On avait une très grosse résistance ici, ça correspondait au moment où le Nasdaq est entré en territoire de correction, c'est-à-dire en baisse de 10% depuis ses récents sommets. Et donc hein, pour le moment, on n'arrive pas à invalider. On est en train de construire une structure baissière qui reste intacte. Alors attention à tout nouveau creux. Hein. Tout nouveau creux ici, ça confirmerait la tendance baissière sur le Nasdaq. Pour le moment, on est aux alentours de la projection d'Osoda que l'on avait déterminé par rapport à cette vague en A, B, C. Vous voyez, on est toujours en train d'osciller autour de ce niveau, les 14 320 points. Le marché ne nous dessine rien de nouveau et pour envisager de nouvelles perspectives haussières, il faut vraiment se hisser au-dessus de ce niveau-là. C'était le précédent palier de Kijun, c'est ce qui représente le territoire de correction ici. Et ça permettrait de traverser le nuage en données H4. D'ailleurs ici, le Dow Jones, le Nasdaq en données H4, ça ne nous apporte pas plus d'informations. C'est exactement la même configuration pour la S&P 500. Hein. Ça ressemble énormément au Nasdaq. Ici, encore une fois, il faut se hisser au-dessus des 4500 points et donc franchir notre nuage pour espérer des perspectives haussières. En données H4, on retrouve ici cette Kijun qui fait office de résistance, qui est en train de s'affaisser et qui exerce une certaine pression. On est pareil hein, sur la projection d'Osoda qu'on avait déterminée avant. On est aux alentours de ce niveau-là. Attention, si on casse les 4350, on repart vers les précédents creux ici pour le S&P 500. Dow Jones, pareil, cette Kijun qui vient exercer une certaine pression. On est aux alentours de la précédente projection d'Osoda. La situation est la même pour tous les indices américains. On passe sur les crypto-monnaies à présent. Alors on a du mal hein, avec les crypto-monnaies. On va commencer par le Bitcoin comme d'habitude. Vous voyez ici on a cette figure en épaule tête-épaule inversée. On a eu un repli assez considérable hier. On retrouve la corrélation avec les indices américains, plus particulièrement les valeurs technologiques, corrélation que l'on peut vérifier en ajoutant ici le Nasdaq. Vous voyez, gros repli du Nasdaq, donc gros repli du Bitcoin. Une corrélation positive qui ne nous arrange pas, en tout cas si on s'intéresse aux crypto-monnaies, si on souhaite acheter les crypto-monnaies, parce que effectivement, du coup, hein,
le Bitcoin n'est plus cette valeur refuge. Il perd ce statut qu'on lui avait donné de valeur refuge. Il est simplement corrélé aux valeurs technologiques et Bloomberg a calculé que ce coefficient de corrélation positive est de 0,66. Donc ici, ce serait un très bon signal, une nouvelle cassure de cette moyenne mobile exponentielle. À 50 périodes, ça permettrait en tout cas une traversée du nuage cette fois-ci. On aurait beaucoup plus de chances d'aller casser la ligne de coup, donc éventuellement d'aller chercher un objectif, une projection de soda qui change. Car vous l'aurez compris, on marque un nouveau creux. On était là avant, donc on avait cette projection de soda légèrement au-dessus du seuil psychologique à 50 000 $. À présent, le point C est ici. Et donc, on a un nouvel objectif de soda aux alentours des 51 600 $. Et on a un objectif théorique beaucoup plus éloigné. Par contre, concernant l'objectif théorique, on se retrouve aux environs de ce palier de SSB au-dessus des 55 000 $. Donc voilà pour le Bitcoin. On fait tout de même très attention à une cassure de ce niveau. 39 500 $. Dans ce cas-là, il y aurait réel danger. Alors, il y aurait danger, je vais ajouter tout de même la Chikuspan, j'ai enlevé pas mal d'éléments pour une meilleure visibilité. Ici, la Tenkan n'est pas nécessaire, elle ne nous donne pas d'infos. On va simplement voir notre lagging span, que l'on n'a pas vu depuis longtemps sur le Bitcoin en journalier. Vous voyez ici, la lagging span a refusé de franchir la Kijun et on repart à la baisse. Et on a quand même une certaine amplitude baissière. On a de la marge de manœuvre à la baisse pour la lagging span. Donc, c'est tout à fait envisageable de voir une sortie de nuage par le bas, une cassure de la Kijun. Et là, effectivement, on pourrait aller chercher des creux que l'on n'a pas revisités depuis la fin du mois de janvier. Donc, prudence sur les crypto-monnaies, prudence sur le Bitcoin. Vous voyez ici, on a eu une traversée du nuage, une sortie par le bas. C'est un signal de vente qui est validé par la lagging span. Donc, on n'est pas à l'abri de voir des replis plus profonds au cours de la séance d'aujourd'hui. Concernant l'Ethereum, les replis sont encore plus considérables en termes de pourcentage. C'est un rejet d'intégrer le nuage pour l'Ether. On a cette même figure en épaule tête épaule inversée. Vous voyez en données H4, on a eu donc ce signal de vente qui pour l'Ether n'est pas validé. On a encore une barrière de chandelier japonais. Il faut les franchir pour valider le signal de vente, quand pour le Bitcoin, c'est déjà fait, c'est déjà validé. Voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors je commence par ce graphique hebdo sur l'or. J'en ai pas mal parlé en introduction pour vous rappeler qu'il y a quand même un signal technique qui a été donné lors de la clôture de la semaine dernière, après avoir cassé cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Et ce signal technique est accompagné à l'heure actuelle d'un signal Ishimoku d'achat. On a une sortie par le haut du nuage. On a une lagging span qui sort du nuage, qui valide le signal. Donc si la clôture hebdomadaire sera très importante, si on clôture au-dessus des 1890, si on clôture aux alentours des 1900 par exemple, la lagging span valide le signal. Et on peut s'attendre à des hausses plus conséquentes pour aller chercher les précédents records, les 2075 $ l'once. En tout cas, au minimum, le seuil psychologique des 2000 $. En données journalières, ça donne quoi? Vous voyez, on a cassé cette oblique baissière qui relie les récents sommets. C'est un signal technique. Le signal Ishimoku a été donné il y a belle lurette. Et donc, à présent, l'objectif, c'est de se hisser au-dessus de ces 1900 $ avant d'aller chercher les 1916 $ l'once. C'est ce précédent sommet du 31 mai 2021. En données H4, ça ne nous donne pas plus d'informations. Un très beau momentum, une hausse régulière avec un fort momentum. Le silver, donc le silver signal d'achat Ishimoku, donc là la target c'est aux alentours des 24 500 avant d'aller chercher les 25 $. Le pétrole est très volatile, dernièrement il réagit à beaucoup de choses. On en a parlé en début de Good Morning Market. On tient bon sur la Kijun pour le moment. Si on se hisse, alors excusez-moi encore une fois, je vous avoue que j'ai une nouvelle souris et donc j'ai des boutons que je n'avais pas avant. Ça m'arrive de cliquer dessus et ça me fait revenir sur la page précédente. Il va falloir que je m'y habitue.
Donc voilà concernant le pétrole WTI, effectivement si on s'installe au-dessus des 90 $, on peut s'attendre à une reprise haussière avec une target à 98 $. Encore une fois, tout dépendra de l'éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gaz naturel c'est pareil, hein, on n'est pas sorti du nuage par le haut. Vous voyez cette volatilité, on oscille entre hausse et baisse avec des mouvements d'une amplitude minimum de 25%. On a eu ici par exemple c'était du 50% de hausse. Donc très volatile le gaz naturel. À un moment donné ou à un autre, soit on va exploser à la hausse parce qu'il y aura effectivement une invasion de l'Ukraine, soit on va se replier considérablement pour aller chercher les 3,500 et donc revenir sur des fondamentaux beaucoup plus stables, même s'il faut savoir que les stocks de gaz naturel sont extrêmement bas. On n'a tout de même pas eu de vague de froid, donc d'un point de vue météo, des prix aux alentours des 3,500 sont largement justifiables en cette fin d'hiver 2022. Voilà pour le compartiment des matières premières. On passe à présent sur le marché d'échange avec un biais vert qui reste sous pression, 1 euro-dollar sur le point éventuellement de démarrer. Ici, vous voyez, on est sous la résistance des 96, pardon, c'est ce palier de Kijun qu'on n'arrive pas à franchir, et donc un dollar américain qui pourrait sortir par le bas de son nuage en données H4, ce qui permettrait une envolée de l'euro-dollar qui pourrait se réconcilier avec la hausse, mais ce signal d'achat n'interviendrait qu'en cas de cassure des 1,1480. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher éventuellement les 1,17 pour la paire euro-dollar qui a donné, je vous le rappelle, un signal chartiste en cassant cette oblique baissière qui relie les différents sommets depuis juin 2021. On a eu par la suite un pullback sur cette oblique baissière, tentative de rebond. Tout ce qui manque, c'est la sortie par le haut du nuage et de passer au-dessus des 1,1480. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. On a abordé pas mal de choses. On a fait le point sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie parce qu'il y a beaucoup de nouveautés tous les jours. Cela nous a permis de parler de cette hausse du gold et de voir jusqu'où cela pourrait aller. On a fait un parallèle avec ce qui s'est passé en 2014, l'invasion de la Crimée par la Russie, qui a eu un impact haussier sur le gold. Mais il y a par la suite des prises de bénéfices qui entraînent des replis considérable. Donc effectivement, le gold pourrait aller chercher les 2000 $. Effectivement, le gold pourrait aller chercher ses récents records historiques à 2075 $ l'once. Mais on pourrait assister par la suite à des prises de bénéfices assez violentes, des prises de bénéfices considérables. Je vous rappelle également que la configuration actuelle ressemble énormément à ce qu'on a connu précédemment avec des tensions entre la Russie et l'Ukraine. On avait eu cette invasion, mais également une normalisation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et sur ce, je mets un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite un très bon vendredi, un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour attaquer la semaine ensemble lors du prochain Good Morning Market. Au revoir.